Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose qu'on parle de la 5e mise à jour de fonctionnalité de Windows 11, à savoir Moment 5. C'est donc 5e itération où les équipes de Microsoft pour Windows 11 sortent des petites mises à jour fonctionnelles. Je vous rappelle que je sors à chaque fois du contenu quand il y a une mise à jour majeure de Windows qui sort et des mises à jour de fonctionnalités, donc vous retrouverez les versions précédentes en vidéo, et que c'est pas anecdotique, vous avez des changements de comportement, vous avez des petites améliorations qui sont très intéressantes. Là où je trouve ça plus embêtant, c'est que Microsoft le fait comme des ninjas, c'est-à-dire qu'ils poussent les fonctionnalités et ils les documentent assez peu, ils les expliquent assez peu, et vous vous retrouvez avec des changements fonctionnels, vous savez pas d'où ça sort, c'était pas sur votre machine la veille, et vous ne savez pas exactement comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Et ça, je trouve ça problématique, je ne sais pas pourquoi Microsoft travaille comme ça, en particulier sur Windows 11, parce que quand on regarde Office, quand on regarde Teams, quand on regarde voilà, des produits de ce type-là, vous avez toujours en général en haut ou quelque chose comme ça, une petite bulle, une petite ampoule qui vous dit bah voilà les nouveautés, cette semaine on a fait ça, et ça vous permettra de l'utiliser de telle et telle manière pour pouvoir améliorer votre productivité par exemple. Et sous Windows, je sais pas pourquoi, mais ils font complètement l'impasse là-dessus, et c'est franchement embêtant. Alors Moment 5 est pas sorti au moment où je vous fais cette vidéo, c'est-à-dire là on est au 24 mars 2024. C'est un petit peu tard pour vous faire cette vidéo, mais j'étais malade, j'avais plus de voix au moment où la version est sortie en Insider, et je me suis dit, je préfère retarder un petit peu cette vidéo et que vous ayez presque tous les fonctionnalités sur vos machines, comme ça vous pourrez vous dire ah oui effectivement je l'ai, du coup j'avais pas fait attention, ou j'avais fait attention mais je sais pas en quoi ça consistait, que vous le faire trop tôt. Du coup, voilà, moi ça m'arrangeait, puisque de toute façon à ce moment-là, j'avais pas la santé pour le faire. Et puis, comme ça, si jamais vous aviez pas repéré la petite nouveauté, ça peut vous intéresser. Donc personnellement, moi je suis insider, donc les fonctionnalités, je les ai eues depuis un petit moment, hein. Vous pouvez facilement être insider, il y a des canaux insider. Moi je suis release preview, mais normalement maintenant les fonctionnalités sont déployées. Faites juste attention à une chose, c'est pas parce que je vous dis qu'une fonctionnalité existe que vous l'avez. Les déploiements, même en dehors des canaux insider, sont phasés et sont aussi sous feature toggle, on appelle ça, donc sous livraison de fonctionnalités. Vous pouvez avoir le code qui tourne dans votre machine Windows 11, mais que Microsoft ne l'ait pas activé pour votre machine. Et je vous conseille, si c'est le cas, de ne rien faire, d'attendre que ça s'active automatiquement. Si c'est pas activé, il y a des raisons. Ça peut être des raisons de compatibilité, ça peut être des raisons de test, c'est-à-dire la fonctionnalité peut-être pas stable suffisamment pour être déployé sur toutes les machines, dans toutes les conditions, donc Microsoft préfère le faire de cette forme-là. Par exemple, une des fonctionnalités que je trouve intéressante dans Moment 5, c'est si vous allez ici, vous voyez qu'on a maintenant une petite réorganisation intelligente des applications, donc vous pouvez très facilement choisir les layouts historiques, ce sont ces deux lignes-là, mais vous pouvez aussi choisir un layout intelligent. Donc on voit ici que j'ai l'application paramètres, c'est le petit engrenage, et puis la petite application Chrome. Et si je clique ici, il va me mettre automatiquement le layout le plus intéressant pour ce que je voulais afficher. Et vous voyez, ça s'est fait en un clic. C'est intéressant et c'est une fonctionnalité bienvenue. Il y en a beaucoup comme ça des fonctionnalités, alors il y en a qui sont purement techniques, il y en a qui sont un petit peu ergonomiques. On va faire le tour, je vais pas être exhaustif, je vous renverrai vers les différents sites d'information, en particulier Microsoft, où vous pouvez avoir ce type d'informations, juste pour vous montrer comme ça un petit panel des petites nouveautés qui ont vu le jour sur Windows 11, que vous sachiez que ça existe, et puis si vous en avez besoin, bah, vous pourrez aller consulter les différentes sections de réglages pour l'adapter à vos besoins. Concernant l'élaboration de cette vidéo, il a fallu que je collecte les différents changements que j'ai pu voir à travers des sites de news, des blogs, des vidéos, et malheureusement je m'y suis pris quelques jours trop tôt parce que j'aurais attendu le 26 mars Microsoft communiquer sur les changelogs. Alors malheureusement pas de manière, je vous l'ai dit, facile d'accès, mais au moins sur leur page de documentation. Donc si vous êtes intéressé par la version et le contenu complet du changement, vous allez donc sur la partie learnmicrosoft.com, et dans les release information pour Windows 11, vous aurez donc sur le canal de disponibilité générale, donc pour tous les clients, les acheteurs, les utilisateurs de Windows 11, donc pas dans les canaux insider, vous avez la knowledge base ici officielle pour cette version, qui est normalement la build, si j'ai compris, officielle de disponibilité générale, c'est la 261.3374. Moi je vous ai fait des vidéos sur des versions plus anciennes qui dataient de mi-février jusqu'à mi-mars. Ça change pas grand chose, c'est juste qu'en fait ces fonctionnalités là sont poussées un petit peu avant pour que les gens puissent se pré-tester. Donc si je vous ouvre cette KB, donc 5035-942, vous aurez comme information les numéros de version de Windows 11 que vous devez vérifier pour être sûr d'avoir au moins une build dans laquelle vous avez le maximum de chances d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles. Donc c'est cette 22621-3374 ou 22631
3374. Je vous l'ai dit, hein, attendez évidemment que tout soit disponible sur Windows 11, c'est phasé, etc. Mais normalement, en regardant avec ces numéros techniques, vous devriez pouvoir repérer ça. Et donc c'est là où je vous dis que je suis un peu déçu, parce qu'en fait, quand on regarde ici le changement, enfin la liste des changements, on a quand même quelque chose de détaillé, que j'aurais aimé avoir en fait pour préparer cette vidéo. Donc comme ça vous aurez l'article en lien de la vidéo, vous pourrez l'utiliser et ça vous permettra peut-être d'en savoir plus. Mais il n'y a pas tout hein, dedans, il y a des choses qui ne sont pas dans cette KB là, qui sont dans les KB précédentes. Donc à nouveau, si vous voulez essayer de récolter toutes les informations, il va falloir aller vérifier dans les versions précédentes qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté, et donc aller fouiller. Moi je trouve ça dommage de ne pas avoir un endroit centralisé, comme ils ont fait là en fait, mais un peu plus facile d'accès, où on peut avoir à disposition tout ce type d'informations. Donc si vous voulez vérifier quelle version de Windows 11 vous avez, et donc les chances que vous avez d'avoir une fonctionnalité disponible, vous allez donc dans les paramètres de Windows, vous allez dans Système, vous allez ici dans Informations Système, et vous allez avoir ici, là, les informations sur votre version, votre build et votre version d'expérience Windows installée sur la machine. Donc vous voyez qu'ici je suis bien en 22.631.3374, donc même si je l'ai fait avec une build antérieure pour le début de tournage de vidéo, ça change pas grand chose, et vous voyez aussi la version d'expérience pack que j'ai. Donc normalement, à partir de ces versions-là, vous devriez voir les nouveautés apparaître sur votre machine. Un petit tour sur Windows Update, si vous voulez pas attendre, bénéficier tout de suite des nouveautés, vous activez la recherche des nouveautés, et vous pouvez déclencher manuellement, donc là je le fais pas là parce que je suis en train de tourner la vidéo, mais vous pouvez déclencher une recherche de mise à jour, ce qui, je vous le rappelle, force la recherche de mise à jour. Donc par défaut, il y a des mises à jour qui ne vous sont pas proposées tout de suite, sauf si vous appuyez sur ce bouton. Donc ça vous permettra d'être sûr d'être à jour, et par contre il n'y a rien qui indique à aucun moment, à part évidemment le numéro de build de Windows, il n'y a rien qui vous indique si vous bénéficiez des fonctionnalités de Moment 5, lesquelles sont actives, lesquelles sont pas actives, etc. En particulier, nous qui sommes en Europe, vous voyez que j'ai pas le bouton copilote qui est activé. Ça fait pourtant partie des améliorations de Moment 5, mais en Europe, pour le moment, les fonctionnalités copilote, ou en France en tout cas, les fonctionnalités copilote ne sont pas activées. Donc vous voyez sur ma barre des tâches que j'ai toujours pas copilote. Si vous êtes amené à avoir copilote parce que vous l'avez vous avez installé, ou vous utilisez Windows dans un pays ou dans une langue où c'est supporté, vous aurez une petite icône ici copilote, et vous aurez aussi la possibilité ici de continuer à gérer l'affichage du bureau, donc le petit bouton là qui permet de cacher les applications, je vais vous montrer. Vous avez un bouton qui vous permet de cacher toutes les applications, de les remettre, qui peut être désactivé quand vous avez le bouton copilote, ce qui vous permet d'éviter de cliquer par mégarde sur ce bouton-là. À vous de voir si vous le voulez quand même ou pas. Au départ, dans les premières versions de développement, c'était impossible de l'avoir à nouveau, ce bouton, les gens l'ont demandé, donc Microsoft l'a remis de manière optionnelle pour ceux qui veulent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qui ont lieu, et une des premières nouveautés, évidemment, je vous l'ai présenté en début de vidéo, c'est le Snap Layout intelligent. Donc Snap Layout, je vous rappelle, c'est une fonctionnalité qui vous permet de réorganiser vos fenêtres, soit en survolant le bouton ici agrandir, soit en allant en haut ici, en prenant la fenêtre et en allant en haut. On vous propose donc ici des layouts, vous survolez le layout que vous voulez, donc ici on propose des layouts par défaut, et sinon donc vous survolez le bouton agrandir, c'est exactement le même contenu, c'est juste qu'il est présenté sous une autre forme, et vous voyez ici on a donc historiquement les layouts que Microsoft proposait avec les découpages classiques, mais en haut on a une présentation suggérée de comment partager votre écran. Donc la partie grise c'est toujours la partie qui est libre de configuration. Donc par exemple ici, quand vous avez ce réglage là, c'est qu'à droite Windows décide de mettre les paramètres, et à gauche il vous demandera quoi mettre sur le découpage gauche. Donc vous avez compris, si on choisit ce bloc de 4 applications, vous aurez 3 applications pré-câblées et la 4e à sélectionner. Donc je fais ça, donc vous voyez ça se met en place. Donc au final c'est un ajout qui est intéressant puisque ça va très vite pour remettre, on va dire, en partage d'écran les différentes applications, les réorganiser rapidement. Évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez rechanger d'avis et aller dans d'autres types de partage d'écran, mais en tout cas, ça permet comme ça de rapidement d'avoir des suggestions d'organisation d'écran. La deuxième grosse évolution, c'est la mise en conformité de Windows, d'autres produits Microsoft aussi, mais en particulier de Windows, avec le DMA, donc le Digital Markets Act,
de la loi des marchés numériques, de la législation des marchés numériques européenne. Donc ça, vous l'avez vu sûrement passer dans pas mal de cas concrets, en particulier sur tous les gros groupes internationaux, donc les Microsoft, Facebook, Google et compagnie, en particulier aussi si vous avez des comptes sur plusieurs services, est-ce que vous acceptez ou non de maintenir l'union de tous ces comptes et la propagation des données d'une entité à l'autre. Mais ça se reflète aussi sur d'autres produits qui sont soumis quelque part à trust, ou en tout cas qui sont très présents sur les marchés et qui empêchent à d'autres produits d'émerger. Et donc Windows, c'est un des cas qui est listé par cette législation. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Microsoft doit céder la place sur pas mal de terrain, en particulier sur le navigateur intégré à Windows, puisqu'ils ont refait le coup, évidemment, comme ils avaient fait par le passé, d'intégrer leur navigateur Edge comme navigateur par défaut et de l'intégrer un petit peu partout. Cette législation-ci les oblige à faire machine arrière et de retirer le navigateur Edge par défaut, d'autoriser en tout cas l'utilisateur à le retirer, comme le moteur de recherche. En particulier, donc dans le menu démarrer, vous avez la possibilité de faire des recherches ici, donc des recherches d'applications, mais aussi des recherches de texte. Vous pouvez complètement virer Bing, par exemple, de ce moteur de recherche. Alors comment ça marche concrètement, et quels sont les impacts sur Windows ? Il y en a pas mal. Un des impacts en particulier, c'est que vous voyez ici le petit bouton toutes les applications ont changé, donc ici vous avez tous. Et quand vous allez dans la liste des applications, il y a une distinction entre des applications classiques et des applications qui sont des composants système. Donc on voit en dessous le petit tag système, donc paramètres c'est un composant système. On voit par exemple, à propos de Windows HDR, c'est une nouvelle application. Et donc si vous passez en revue, vous voyez des composants système et des applications plus classiques sur mon système d'exploitation. Évidemment, l'idée, c'est pas de retirer, par exemple, l'explorateur de fichiers ou des composants système critiques. Mais vous pouvez quand même ajuster la liste des applications qui sont présentes ou qui ne sont pas présentes sur Windows 11. Alors pour faire ça, une des manières de faire, à part aussi le clic droit, évidemment, désinstaller, c'est d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, donc, vous allez sur Applications, et dans les applications, vous avez Applications installées. Donc évidemment, ici, vous avez la liste de vos applications. Mais en plus de la liste de vos applications, vous aurez donc une section composants système. Donc si vous allez dans composants système, vous verrez les composants qu'on a vu tout à l'heure. Donc, alors je vous les ai pas tous montrés, mais vous avez astuces par exemple. Moi, évidemment, quand j'ai vu arriver la fonctionnalité, la première chose que j'ai désinstallée, c'est le navigateur Edge. Mais comme je dois vous remontrer les widgets, et comme je dois aussi vous montrer la désinstallation d'un composant, j'en profite pour le remettre, comme ça permettra de le renlever à nouveau. Ça fait toujours plaisir, de mon côté, et puis en même temps, ça me permet de vous montrer la fonctionnalité. Alors c'est pas que je déteste Edge en tant que tel, le nouveau Edge en tout cas, qui est sur une base Chromium est très intéressant, c'est surtout que ce que j'accepte pas, c'est que ce soit Microsoft qui me dicte pas à chaque démarrage, mais à chaque installation ou grosse mise à jour, c'est Microsoft qui me dicte la liste des applications présentes sur ma machine. Ça, je supporte pas. Il peut me faire éventuellement des suggestions, mais me préinstaller dans mon menu démarrer ou m'installer sur mon système d'exploitation des applications que je n'utilise pas. Moi, je suis pas utilisateur de Microsoft Edge. Je trouve ça ultra pénible. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de pouvoir supprimer les composants que vous n'utilisez pas. Donc voilà, Edge est revenu sur mon système d'exploitation, donc on le voit ici, il démarre, il est connecté à mon compte Microsoft. Donc de la section composants système, qui sont vraiment les composants constitutifs de Windows, alors qui peut-être un jour seront amenés à pouvoir être désinstallés, mais qui pour le moment en tout cas sont dans le système d'exploitation, donc que vous pouvez éventuellement désactiver, je crois pour certains, mais que vous pouvez pas complètement supprimer. Par contre, dans les applications installées, là il y a certains composants historiques qui sont devenus maintenant des applications. Et donc du coup, si vous cherchez Edge, vous verrez qu'on a bien Edge ici, et si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez désinstaller Edge. Donc vous pouvez vous passer de Edge, comme vous pouvez vous débarrasser de Bing, donc de la recherche Bing, et d'autres applications qui sont historiquement des composants. Donc vous avez Cortana, vous avez Camera, vous avez Edge, vous avez Bing. Voilà en gros, pour vous donner un aperçu, ce que vous pouvez actuellement supprimer. Peut-être la calculatrice, des trucs comme ça, qui sont vraiment des choses qui sont pas critiques, on va dire, pour le système d'exploitation. Il y a d'autres trucs, moi je comprends qu'on puisse pas les supprimer. Alors, le market Microsoft, tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est quand même une base pour les mises à jour de Windows, donc c'est normal. Il y a pas mal de modules ou de composants qui sont livrés via le market, enfin le Microsoft Store, donc ça paraît normal. D'autres qui sont vraiment assez intriqués dans le système d'exploitation, donc c'est normal aussi de ne pas pouvoir les supprimer, mais ce sera amené à évoluer, et j'espère dans le bon sens. Maintenant qu'on a vu ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à une autre fonctionnalité que certains adorent et que d'autres comme moi trouvent soit inutile, soit pas spécialement pratique, ce sont les widgets. Donc les widgets,
ont certains intérêts pour les gens qui veulent suivre un petit peu l'actualité ou des petites choses comme ça, des cours du marché, ou éventuellement aussi gérer des applications qui peuvent être intégrées en tant que widget. Donc par exemple, ici vous voyez mon mobile, donc mon smartphone, on peut suivre s'il est connecté ou pas, on peut voir quel est son statut, voir les notifications, les choses comme ça. Donc ça peut être pratique pour ceux qui en ont besoin, mais c'est un monde qui est très Microsoft, donc tous les widgets sont très très Microsoft. Vous pouvez quand même régler maintenant un petit peu tout ça. En particulier, vous pouvez ici régler ce que vous faites afficher sur le démarrage. Donc en termes de configuration, vous voyez ici qu'on peut aller dans un espèce de store, découvrir des nouveaux widgets. Alors pour le moment là-dedans, je crois qu'il y a quasiment que du Microsoft à part Messenger de Facebook. Donc c'est vraiment léger. Il y en a peut-être d'autres en circulation, je pense que c'est pas c'est pas un truc de Microsoft, mais je pense que c'est très très Microsoft pour le moment. Et je sais pas à quel point c'est ouvert, la manière de gérer des widgets. Vous avez aussi la possibilité de masquer des flux. Donc en particulier, vous pouvez désactiver tout ce qui est le panneau Start. Donc du coup, vous pouvez vous concentrer sur des choses beaucoup plus basiques. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus léger, on va dire, en termes de widget, que j'apprécie moi beaucoup plus. Vous n'avez pas toute la pléthore de widgets Microsoft avec les news, la bourse, des trucs comme ça. Ça se concentre sur, en gros, les applications. Donc je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus utile par rapport à un système d'exploitation. Alors à vous de voir en fonction de vos besoins personnels, mais en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus approprié. À noter aussi dans les widgets que vous avez la possibilité ici, dans le petit bouton widget, d'avoir une petite bulle de notification qui vous dit si vous avez des choses à regarder. Donc ça permet comme ça assez facilement de repérer la chose. Donc côté widget, pour moi c'est toujours insuffisant ou inutile. Ces widgets qui sont on sait pas où sur le système d'exploitation, cachés derrière un bouton, je trouve vraiment pas ça pratique. Je les aurais vraiment intégrés dans un espèce de menu démarrer ou sur le bureau, je ne sais pas, mais en tout cas dans une forme plus appropriée. Mais en tout cas, bulle de notification et désactivation des flux, c'est plutôt sympa. Et maintenant que je vous ai montré les widgets qui sont proposés par Edge, parce que c'est le moteur de Edge qui sert à les fournir, on va pouvoir redésinstaller Edge de ma machine pour reboucler avec le sujet précédent, pour vous montrer qu'on peut donc désactiver des applications ou supprimer des applications. Donc on resélectionne ici Edge, donc vous voyez ici Edge, on peut le désinstaller, donc je fais désinstaller, oui, donc à nouveau programme de désinstallation de Edge, donc comme ça vous m'avez vu installer, désinstaller Edge, donc si vous voulez le remettre, vous savez comment il faut faire, il suffit d'aller sur le market. Edge a disparu, donc du coup, si on va chercher ici Edge, on ne le voit plus dans le menu démarrer, et si on clique sur le petit panneau des widgets, c'est marqué ici, vous ne voyez plus de contenu, car une application qui sauvegarde votre flux a été désinstallée. Pour recevoir ce contenu dans votre flux, réinstaller l'application, et l'application en question, c'est donc Edge. Voilà, donc ça vous permet comme ça, je pense, de bien comprendre l'intégration des widgets avec Windows et le rôle de Edge. Donc si vous voulez pas des widgets, si vous voulez utiliser votre propre navigateur, quel que soit le navigateur, que vous utilisiez du Firefox, du Chrome ou un autre navigateur, pas Edge en tout cas, vous pouvez tout simplement supprimer tout ça de votre système d'exploitation et ça fonctionnera de manière parfaitement fiable. C'est maintenant prévu par Microsoft. Un petit réglage qui va peut-être intéresser ou énerver les gens qui aiment pas qu'on touche à leur réglage par défaut. Moi personnellement je pense que c'est un réglage qui est intéressant. C'est l'intégration de Spotlight par défaut pour tout ce qui est arrière-plan et image de verrouillage. Donc vous avez ici Windows à la une qui s'appelle Spotlight en anglais, qui vous permet de faire varier, alors quasiment quotidiennement, donc tous les jours, le contenu, donc le fond d'écran et l'écran de verrouillage, par quelque chose d'assez sympa, un fond d'écran qui est souvent une destination, une contrée lointaine ou quelque chose d'assez artistique. Donc vous avez par défaut, si vous faites une nouvelle installation de Windows, Windows à la une, donc Spotlight dans l'arrière-plan et aussi dans l'écran de verrouillage. Donc si vous regardez écran de verrouillage ici, vous aurez Spotlight. Et moi je le mets parce que j'aime bien, mais pour les gens qui ont pas une installation neuve, hein, donc qui font la mise à jour Moment 5 et qui n'ont pas une installation neuve, vous aurez évidemment votre réglage qui sera préservé. Mais pour toutes les nouvelles installations, vous aurez du Windows à la une.
Donc à vous de voir si vous gardez ou pas le réglage sur nouvelle installation. Moi je trouve ça sympa, mais ensuite vous réglez comme vous voulez. Toujours dans les fonctionnalités et les réglages, si vous vous rappelez, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, on peut intégrer son appareil mobile, donc son smartphone, et vous avez vu donc dans les widgets et compagnie que c'était le cas, j'ai mon smartphone qui est intégré. Et donc il y a des nouveaux menus pour gérer tout ça. Donc en particulier ici vous avez la section appareil mobile, vous avez ici la possibilité d'avoir la nouvelle application appareil mobile, et donc j'ai été obligé de me mettre sur un panneau où c'est pas bien gênant de vous afficher des informations, puisque j'ai quand même des trucs assez privés sur mon smartphone, et en plus des réglages que vous avez donc ici, vous pouvez régler donc tous les périphériques, donc tous les smartphones dont vous disposez, régler les capacités du smartphone, donc si vous voulez par exemple pas avoir les notifications qui s'affichent dans l'application Windows, vous pouvez ne pas avoir les messages, etc. Il y avait une intégration aussi avec les photos, donc si vous avez l'intégration photo, vous pouvez voir ici, vous avez un onglet photo, vous voyez vos photos. Donc bon, évidemment c'est très privé donc je vous les montre pas, mais vous avez aussi la possibilité de voir apparaître les nouvelles photos de votre smartphone. Donc quand vous allez ici dans gérer les périphériques, vous allez avoir votre appareil qui apparaît ici, et en dessous vous avez recevoir de nouvelles notifications de photos activées. Donc si je prends une photo sur mon smartphone, donc je vais vous faire l'exemple tout de suite en live, comme ça va être très concret. Je prends une photo avec mon smartphone, et vous voyez ici la photo qui arrive, j'appuie là, et normalement on va voir apparaître voilà, la photo que je viens de prendre, donc c'est la photo de l'écran sur laquelle je peux zoomer, et sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, j'ai un truc autour des retouches d'image à vous montrer, donc on utilisera peut-être cette photo comme exemple. En tout cas, vous voyez que c'est super intégré, vous pouvez comme ça très rapidement prendre un truc en photo, le récupérer sur votre PC, l'envoyer. C'est comme si votre smartphone était complètement intégré à votre système Windows. Et moi j'apprécie vraiment cette intégration qui est pas que Android, hein, qui fonctionne aussi sur iPhone. Alors je sais pas à quel point, parce qu'Android ça marche plutôt bien, iPhone je sais pas à quel point ça fonctionne, mais en tout cas moi je trouve que c'est très convaincant et que c'est pratique quand on a besoin de gérer un smartphone depuis son ordinateur. Alors vous pouvez aussi régler plein d'autres trucs. Les autres trucs en particulier, c'est tout ce qui est point d'accès instantané, etc. Donc vous pouvez transformer votre smartphone en tant que point d'accès rapide pour votre PC, et puis passer des appels depuis votre PC, etc. En tout cas, ça c'est la fonctionnalité mobile connectée. Donc si vous la connaissez pas, moi je vous conseille au moins de regarder à quoi ça ressemble. Ça peut vraiment vous intéresser si vous avez un smartphone que vous voulez relier à une machine mobile ou fixe Windows 11. Vous avez une fonctionnalité sous Windows qui est le Nearby Share ou le partage. Donc quand vous faites un clic droit sur une application, et vous voyez ici d'ailleurs le nouveau menu contextuel de Windows, et vous voyez en même temps qu'il s'améliore avec le temps. Donc on a toujours le même concept hein, depuis le début de Windows 11 avec ces petites icônes rapides pour les actions les plus communes. Et d'ailleurs en fonction de où vous cliquez, je vous avais expliqué qu'elles se mettent le plus proche possible de là où vous cliquez. Mais par contre le menu n'est pas inversé, donc c'est un petit peu tordu comme manière de penser. Mais bon, en tout cas, on s'y fait. Moi je l'utilise pas professionnellement, je l'ai désactivé. Mais personnellement, j'utilise ce menu-là. Et vous voyez aussi que vous avez des intégrations qui sont beaucoup plus intéressantes, en particulier, donc vous avez modifié dans le bloc-notes qui apparaît. Et un truc donc que je voulais vous montrer, c'était Nearby Share ou le partage. Donc vous avez partagé ici. Alors vous avez ici la liste de vos contacts qui va apparaître, et vous avez en plus maintenant la possibilité d'avoir ici des applications qui vont être utiles pour le partage, donc vous pouvez avoir plein d'applications. L'exemple qui est donné dans le changelog c'est WhatsApp, mais moi j'ai pas d'application WhatsApp donc je peux pas vous montrer, mais on voit en tout cas des applications qui sont disponibles ici. Si vous avez en plus une machine qui est compatible avec le partage à proximité, donc si vous avez du Bluetooth, du Wi-Fi, vous pouvez cliquer sur partage à proximité, ça va faire une recherche des machines à proximité, donc ça peut être un PC Windows 11, et donc automatiquement cette machine sera disponible si elle est visible, et vous pourrez lui transmettre le fichier quasiment en direct, quoi. Donc c'est assez pratique d'utilisation. Et donc, pour pouvoir partager ce fichier, votre PC a un nom, votre machine a un nom, et ça on peut le régler. Donc dans les paramètres de partage de proximité, vous voyez ici, votre appareil est détectable en tant que PC de Guillaume, vous pouvez renommer ici et mettre un autre nom. Voilà, c'est une des nouveautés avec le partage de proximité, donc des choses qui sont assez nouvelles ou qui s'ajustent avec le temps et qui permettent assez rapidement comme ça aussi de partager des documents, des fichiers plus ou moins lourds entre des machines Windows de manière assez efficace. Quand je dis efficace, c'est pas que le fait de faire un clic droit et de partager, c'est aussi que dans cette version-ci de Windows, le débit, la performance est un petit peu améliorée, donc vous aurez une meilleure débit pour le transfert de fichiers. Un truc intéressant et qui fait écho avec une autre vidéo que je vous ai faite sur la réparation de Windows, c'est que vous avez dans le menu Windows Update
la possibilité d'aller dans les options avancées. Dans les options avancées, vous avez la possibilité de réparer votre installation. Donc vous pouvez faire ici récupération. Et dans récupération, vous allez résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update, réinstaller votre version actuelle de Windows, application, fichiers, paramètres, conserver, avec le bouton ici, réinstaller maintenant. Donc si vous cliquez sur ce bouton, c'est une alternative à une vidéo que je vous avais faite donc, où je vous montrais avec l'image Windows comment réinstaller Windows sur Windows, qui est la même réparation quelque part, mais ici vous pouvez le faire directement intégré avec Windows Update, et ça vous permet éventuellement de gagner du temps. Alors moi j'ai noté quand même que, puisque j'ai essayé l'option sur une machine, que quand je clique dessus, ça me lance le process, mais par contre derrière ça me dit que il n'est pas capable de récupérer ma machine depuis Windows Update. Donc moi ça a raté, mais peut-être, si jamais vous avez l'occasion et le besoin de le faire, vous pouvez essayer. Si ça marche pas, vous partirez sur l'autre option que je vous ai montré avec la clé et l'image Windows. Un truc que je ne peux pas vous montrer, mais c'est toujours dans la partie appareil que vous connectez, Windows 11, Moment 5, supporte maintenant l'USB 4 avec les débits USB en 80 gigabits seconde. Donc, compatible avec les derniers périphériques USB. C'est des normes qui sont assez récentes, malgré tout elles sont déjà intégrées dans Windows, et heureusement, pour les gens qui ont des machines récentes, mais en tout cas maintenant donc c'est parfaitement supporté par Windows. Et le petit truc intéressant, alors qui est dans l'accessibilité mais qui peut servir à beaucoup de monde, c'est qu'il y a eu des améliorations autour de la partie interaction vocale, donc vous pouvez ici avoir un accès vocal. Alors il y a d'ailleurs d'autres fonctionnalités qui sont supprimées. Alors je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est supprimé dans Windows 11, parce qu'il y en a quand même un paquet, ne serait-ce que sur les captures d'écran et des choses comme ça. Et vous avez ici en particulier la reconnaissance vocale de Windows qui s'arrête. Donc l'accès vocal, moi je le vois comme la version modernisée, on va dire, de la prise en charge de la reconnaissance vocale de Windows. Alors je ne souffre pas de problème quelconque, je n'ai pas de handicap, donc je ne suis pas en mesure de vous dire si accès vocal est une alternative décente à la prise en charge de la reconnaissance vocale Windows. Ça, j'en ai aucune idée. Mais vous pouvez toujours l'essayer. Et on me demande tout de suite ici si je veux télécharger des nouveaux packs de langue en français. Parce que par défaut, si je lui dis pas maintenant, vous allez voir que la qualité de transcription est pas terrible en fait, si vous l'essayez sans télécharger les packs de langue. Donc moi je vous conseille de l'activer, parce que sinon vous aurez vraiment quelque chose d'assez basique. Donc ensuite vous êtes guidé avec un petit guide Voice Access, donc vous pouvez ici très rapidement dire je démarre le guide ou faire OK. Moi je l'utilise pas intensivement, donc c'est pas le but, c'est pas ici de vous donner un exemple, mais si par exemple je veux démarrer, disons que je veux démarrer Notepad, voilà, ici le bloc-notes, je peux cliquer le démarrer. Alors il faut que j'arrête un petit peu de parler sinon il va faire n'importe quoi. Essai de saisie de texte. Donc ça fonctionne, c'est pratique. Faut juste penser à le désactiver, j'ai pas l'habitude, mais ça fonctionne, c'est pratique, et éventuellement ça peut vous aider même si vous n'avez pas de handicap quelconque. Vous pouvez aussi utiliser ce genre d'outils pour déclencher des actions. Si la fonctionnalité vous intéresse, évidemment vous avez une documentation de Microsoft qui vous explique toutes les capacités, toutes les commandes vocales qui sont standards dans cet outil Voice Access, ou accès vocal. En tout cas, vous avez énormément de choses, que ce soit pour démarrer et arrêter des applications, mais aussi interagir avec des applications, interagir avec Windows, mettre quelque chose en plein écran, etc. Donc c'est vraiment super pratique, mais il faut avoir besoin évidemment de naviguer à la voix avec son PC. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas ou si vous n'en avez pas besoin, évidemment ça va paraître superflu. Pour personnaliser les commandes vocales, vous pouvez dire par exemple « Que puis-je dire ?» Ça vous ouvre donc Voice Access Commands, et j'ai aucune idée de comment on récupère cette application. Même en tapant Voice Access Commands ici, je la trouve pas, donc elle est forcément accessible d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai pas trouvé comment. Et dedans, vous avez la possibilité d'ajouter maintenant ajouter vos propres commandes vocales. Et vos commandes se trouveront, donc ici, vous aurez Voice Shortcuts. Alors, je pense que ça ne fonctionne pas, soit dans la version de Voice Access que j'ai, soit c'est pas encore disponible en français. En tout cas, moi, je le vois pas. Peut-être vous le verrez de votre côté, je préférais vous le dire parce que c'est disponible avec cette version-ci de Windows 11. Moi je l'ai pas en français, peut-être ça arrivera plus tard, peut-être c'est juste parce que j'ai pas le bon pack français. En tout cas, vous devriez le voir arriver tôt ou tard. Donc le narrateur, qui est aussi un des éléments d'accessibilité. Par narrateur boîte de dialogue, ignoré pour le moment, bouton, Alt et I. De nouvelles voix naturelles sont disponibles.
Le narrateur offre désormais des voix plus naturelles que vous pouvez installer. Paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule, activé. Donc vous voyez, le narrateur c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vite devenir pénible, mais le narrateur il est intéressant quand vous avez besoin de comprendre ce que fait votre système d'exploitation, mais que vous êtes peut-être malvoyant, ou que vous avez besoin en tout cas d'une assistance autour de ça. Sortie du narrateur. Donc vous voyez, c'est désastreux en termes de voix, mais donc si vous ajoutez une voix naturelle, vous avez deux voix, Denise et Henri. Alors je vais prendre la voix féminine parce que j'ai envie d'avoir une voix féminine sur ma machine. Vous choisissez les deux si vous le souhaitez, ou l'une ou l'autre en fonction de vos préférences. Mais vous allez voir que la voix est beaucoup plus naturelle, et franchement pour les gens qui en ont besoin, c'est quand même autre chose d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... qui fait un peu plus réaliste en fait. Parce que là, c'est vraiment trop robotique. Certes, ça aide, et c'est mieux que de ne rien avoir, mais quand même avoir un truc qui tient un peu plus sa route, c'est sympa. Voilà, donc la voix donc, qui s'appelle Denise est sélectionnée. On voit d'ailleurs ici la différence, hein, vous voyez qu'on a Natural à côté. Alors ça, ils auraient pu le traduire, mais bon, donc voix naturelle, alors que les autres sont des voix classiques. Donc si je réactive maintenant... Par narrateur fenêtre, bienvenue dans le narrateur, titre de niveau 1. Il s'agit de la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez obtenir de guide complet sur le narrateur, create votre narrateur fenêtre, bienvenue dans le narrateur, titre de niveau 1. Paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule, activé. Voilà, donc c'est beaucoup plus naturel. Sortie du narrateur. Moi, je voulais vraiment vous le mettre. Je sais qu'il y en a certains qui vont passer ces séquences, peut-être, ou qui vont pas regarder. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant quand on a besoin de ce type d'outillage, d'avoir quand même des choses qui sont plus agréables à utiliser. Et là, franchement, moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens, dans le sens où c'est vraiment beaucoup moins pénible à écouter, parce que la voix robotique qu'il y a, c'est sûr que c'est mieux que rien, hein, mais la voix robotique, c'était vraiment pénible. C'est rigolo quand on veut jouer avec, mais c'est pénible quand on en a vraiment besoin. Et là, j'espère qu'avec ces deux voix naturelles, l'utilisation de Windows sera encore plus agréable pour les gens qui ont besoin de ce type d'outillage. Donc, un outillage très complet, que ce soit pour la partie interaction vocale, pour la partie aussi narrateur, donc dictée. Vous avez tout ça qui est intégré avec ensuite des flux. Donc, si vous voulez lire l'audio qui est transcrit par votre machine, vous pouvez demander à votre narrateur de transcrire le texte en audio, inversement demander à l'audio d'être écrit sous forme de texte. Donc il y a tout un ensemble autour de l'accessibilité dans Windows qui est très très complet. En fonction de vos handicaps, en fonction de vos besoins, vous pourrez l'ajuster pour avoir un complément qui pourra, j'espère, vous l'aider. Et puis c'est complètement intégré dans Windows, c'est bien fait. Peut-être vous utilisez des outils alternatifs, je ne les connais pas dans le détail, j'en connais de nom quelques-uns, mais en tout cas, ici, avec ce que propose Microsoft de base dans Windows, je trouve que c'est assez intéressant. On finit avec les applications, donc on ouvre un petit bloc-notes, juste pour vous montrer donc, que si je tape du texte, peu importe le texte, vous avez cette petite section en bas ici, 24 caractères, donc ça permet de savoir combien de caractères on a tapé et où on se trouve. Si on en sélectionne, on voit qu'on a sélectionné ici 7 caractères sur 24. C'est un détail, mais vous voyez que c'est toujours des évolutions du bloc-notes, donc ça va dans la lignée de rajouter des onglets, de permettre de zoomer, d'avoir plein d'outils en fait, rechercher, remplacer et compagnie. Le bloc-notes revient à un éditeur de texte basique, mais en tout cas exploitable dans Windows et pratique. Donc suffisant pour modifier des fichiers de configuration, taper un petit texte très vite pour prendre des notes, ça devient un outil satisfaisant. Donc ça va dans le bon sens, et puis je vous ai aussi montré évidemment, hein, quand on était tout à l'heure ici, que si vous faites un clic droit, vous avez modifié dans le bloc-notes qui apparaît directement dans le nouveau menu contextuel de Windows, donc extrêmement pratique d'accès. Vous avez aussi d'autres petites choses qui sont intéressantes, donc si je prends ici une capture d'écran, vous allez voir que l'outil capture d'écran a un petit peu évolué. On a ici des formes qui, je pense, n'existaient pas, donc avec la possibilité d'avoir certaines formes avec des contours. Alors là ici, je crois pas me tromper en vous disant que ça n'existait pas, mais je suis pas à 100% sûr. En tout cas, vous voyez, alors on voit pas très bien, je vais zoomer un petit peu, mais vous pouvez par exemple faire des flèches pour indiquer où il faut cliquer, ou ce qu'il faudrait faire. Donc par exemple, voilà, vous voulez transmettre à une personne une capture d'écran en disant clique ici pour activer le périphérique de sortie audio du narrateur, et vous pouvez le faire comme ça directement avec ce petit outillage. Et vous avez aussi en plus de l'outil de capture d'écran, vous avez aussi l'outil photo qui a été modifié. Donc si je prends cette photo
qui est la capture d'écran qu'on vient de faire ensemble. Là, on est vraiment dans l'application photo. Donc l'application qui s'appelle photo, je reprends pour les gens qui n'auraient pas suivi, mais il y a bien une application photo dans Windows, que vous pouvez désinstaller si vous ne voulez pas, évidemment, qui synthétise toutes vos photos, qui vous permet de les grouper dans des répertoires, enfin dans des dossiers. Voilà, c'est très pratique si vous voulez gérer vos photos. Vous pouvez ici éditer votre photo. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici, on le voit, c'est une petite gomme avec un petit logo d'assistant intelligent, donc c'est de l'IA en fait. Et vous pouvez comme ça aller utiliser cette gomme et supprimer des éléments de l'écran. Et ça va en fait utiliser l'IA pour aller combler la zone que vous voulez effacer et la remplacer. Alors c'est plus ou moins bien fait, mais en général, ça sort plutôt pas mal. Donc là, vous voyez ici, j'ai supprimé le bloc là, ça m'a fait un remplacement. Si je supprime cette ligne ici, ça devrait me supprimer l'entrée application. Honnêtement, je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir, c'est correct. C'est-à-dire, ça va pas toujours faire des trucs propres, mais dans l'ensemble, pour une retouche très rapide, ça va. Si on a des choses à supprimer, il s'en sort bien. Vous voyez ici, par exemple, j'aurais pu le faire à la main, mais je suis à cheval sur une zone grise, une zone blanche, et il fait un truc potable, on va dire. Ça efface correctement quelque chose que je voulais effacer. Donc voilà, on peut rapidement comme ça changer la taille du pinceau ici. Si vous voyez par exemple cette donnée-là, si elle était confidentielle, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si cette donnée-là était confidentielle, je peux la survoler et il va me remplacer le contenu. Donc là, il l'a mal fait, donc hop, je lui redemande en sélectionnant le contenu. C'est assez réactif, ça fonctionne pas trop mal, et donc c'est un ajout qui est plutôt sympa. Je sais pas si vous l'utiliserez, mais en tout cas, sachez qu'il est là. Et voilà, j'ai pas fait le tour de toutes les fonctionnalités. Il y en a aussi autour de Microsoft 365. Je vois parce qu'ici, il y a une petite pub Microsoft 365. Il y a du Windows 365 et du Microsoft 365. Donc, ils ont fait des évolutions autour de Windows 365. Mais ça, c'est des choses que je n'utilise pas du tout. Je pense que c'est à la marge. Il y a peu de personnes qui utilisent Windows 365. Donc, je passe sous silence. Vous regarderez dans les différentes changelogs si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a eu aussi des petites nouveautés autour de la gestion. Donc, c'est du Windows Cloud, en fait. Donc, c'est du Windows sur lequel vous pouvez accéder à distance. Voilà en ce qui concerne cette vidéo de la mise à jour Moment 5 de Windows 11. J'espère en tout cas qu'elle vous sera utile. Vous me direz si comme moi vous trouvez ça dommage que des fonctionnalités arrivent dans votre interface graphique, comme cette partie-ci, qui soient extrêmement utiles, parce qu'au final vous vous rendez compte que vous l'utilisez au quotidien, mais qu'à aucun moment, quand vous vous connectez à Windows ou quand vous faites la mise à jour, à aucun moment on vous dise que cette fonctionnalité est ajoutée, à quoi elle sert, comment ça s'utilise, peut-être comment elle se configure même, par une notification persistante, par une notification ici optionnelle, je ne sais pas, mais une manière de vous indiquer qu'il y a cette mise à jour. Je vous rappelle que si vous êtes content ou pas content d'une mise à jour, vous avez le hub des commentaires de Microsoft, donc vous pouvez très facilement indiquer si quelque chose ne fonctionne pas, remonter l'information, donc c'est extrêmement intéressant comme interaction avec Microsoft. Et souvent il y a des fonctionnalités qui sortent comme ça dans Windows, si on n'est pas insider ou si on n'est pas renseigné, on ne sait pas d'où ça vient et c'est franchement dommage. Donc vous avez ce canal de communication qui est ouvert à tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être insider et vous pouvez remonter un bug ou une demande de changement fonctionnel. Et vous avez aussi l'utilitaire Astuce qui est assez pratique si jamais vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Windows, alors qui malheureusement ne propose pas ces petites nouveautés-là, celles que je vous ai montrées, mais qui vous permet quand même de découvrir quand il y a des petites nouveautés intéressantes, en particulier sur les changements majeurs de Windows. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui marche, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc en tout cas, c'était cette mise à jour de fonctionnalité de Windows 11. Normalement, la prochaine mise à jour Moment 6, je crois qu'elle va encore tomber à peu près au moment de la 24H2. Donc en fin d'année, vers septembre-octobre, en tout cas après la rentrée scolaire, c'est la fin d'année pour Microsoft. Donc on se retrouvera à ce moment-là pour parler des mises à jour fonctionnelles. Si entre-temps, il y a évidemment des mises à jour fonctionnelles intéressantes sur Windows 11, je vous en parlerai, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!